Dans l'imaginaire populaire ivoirien, pour ne pas dire africain, tout ce qui se rapporte à la psychiatrie, à la psychologie est ramené, pour ne pas dire attaché aux affaires de blanc. C'est comme ça qu'on dit, c'est les histoires de blanc. Quid de la dépression? Qu'est-ce que la dépression? Est-ce que nous sommes concernés par la dépression ou est-ce une autre affaire de blanc? On en parle ce soir avec deux spécialistes qui nous font la gentillesse de répondre à notre invitation. Docteur Aboubacar Alexandre Karaboui, il est psychiatre, psychothérapeute, et Ahmed Koulibaly, psychologue clinicien. Avec eux, on va évidemment parler donc de cette question tout au long de cette émission. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on vous offre ce soir un véritable freestyle avec un artiste hors pair. C'est un batteur, il se nomme Moïse Lavry. Il nous fera montre le temps de 9 minutes de ce qu'il sait faire. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir en Côte d'Ivoire, c'est sur NCI dans la télé d'ici tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 18h40. On aborde donc des choses qui vous intéressent forcément. Et ce soir, on a choisi de parler de dépression. Est-ce que c'est un sujet positif ou pas? Je ne sais pas. On a beaucoup de plaisir à être en compagnie du docteur Karaboui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Exact. En 3 phrases, ça veut dire quoi un psychiatre, psychothérapeute? Déjà, un psychiatre, c'est un médecin qui a fait une spécialité qui est la psychiatrie et donc qui ajoute à son arsenal la psychothérapie comme étant un arsenal thérapeutique. D'accord. Donc d'où le terme de médecin, psychiatre, psychothérapeute. Ça fait déjà peur, vous parlez d'arsenal. Oui, on va dire le médecin a un arsenal pour pouvoir travailler. Et donc, voilà, donc dans son arsenal thérapeutique, il y a tous les médicaments et tout. D'accord. Pour les psychiatres, il y a aussi ce qu'on appelle la psychothérapie. Est-ce que je dois vous prendre au mot quand vous dites arsenal? Est-ce un véritable combat contre quelque chose? Bien sûr, c'est un combat. La santé, c'est un combat. Et donc, de tout temps, il faut se battre pour pouvoir être en bonne santé. Et donc, le terme arsenal, j'allais dire, est adapté. D'accord. OK, bon, ça va, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est le combat contre quelque chose d'autre, mais pas contre la personne. Exactement. C'est rassurant. Ahmed Koulibaly, bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien. Oui. À la différence du psychologue, du psychiatre et du psychothérapeute, c'est quoi un psychologue clinicien? Bon, il faut dire qu'un psychologue, c'est celui qui s'occupe, c'est celui qui traite la personne souffrant d'un trouble mental. Voilà. Et le psychologue, il s'occupe du comportement de l'individu. Et à la différence du psychiatre, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur le psychologue clinicien parce qu'on parle maintenant d'universalité de la psychologie. Voilà. Donc, il préfère le non-psychologue. D'accord. Voilà. À la différence du psychiatre, il faut dire que le psychiatre, lui, il prescrit les médicaments. Le médecin, à la base, il prescrit le médicament. Et le psychologue, lui, non, on ne prescrit pas de médicaments. Nous, on intervient auprès des personnes à partir de la parole. On aussi, à partir de la psychothérapie, l'entretien. Et il y a des questionnaires que nous faisons passer et des tests que nous faisons passer afin d'établir des diagnostics et entamer la prise en charge psychologique. C'est une affaire de blanc. Non. Ça vous donne des boutons, ça, quand on le dit ou pas? Oui, ça nous donne des boutons parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Vous êtes en train de dire que tout le monde est malade? Ouais, non, pas comme si tout le monde était malade, OK. mais tout le monde peut consulter le psychologue. D'accord. Oui. Pierre, princesse notamment. Oui. Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. Ça va, princesse? C'est très bien. Vous riez pourquoi, en fait? Parce On va devoir prendre rendez-vous auprès du psychologue ou du psychiatre. Hein. Enfin, un rit, il n'y a pas de lien, on ne sait pas, en fait. Non, je pense vraiment qu'on est tous, on a tous besoin de voir un psychologue à un moment ou un autre de nos vies. Est-ce que ça peut être une manifestation d'un problème de dépression, le fait de rire à tout va, par exemple? En fait, le fait de rire ne veut pas forcément dire qu'on est heureux. D'accord. Voilà. Parfois, le rire peut être en train de cacher un stress aussi. D'accord. Donc, il faut faire attention même au rire.
qui peut aussi masquer une dépression. Mais là, elle passe en télé, donc j'imagine qu'il y a peut-être une petite dose de stress quelque part. Comment vous arrivez à déceler ce stress et à faire du coup le raccord avec le rire, qui est un peu surjoué peut-être, donc qui aboutit à la conclusion qu'elle est peut-être malade? Là, en la regardant, je peux mettre ma main à couper que c'est un stress très positif. D'accord. Pardon, un rire très positif. C'est D'accord. vraiment parce que, justement, je pense qu'elle prend plaisir à être sur le plateau, Oui. et tout comme nous d'ailleurs. Est-ce que le choix vestimentaire peut expliquer aussi peut-être un problème psychologique ou je sais pas? Je sais pas, non? La coiffure, je sais pas, non? Oui, ça peut expliquer. voilà. Ça Dans peut certains expliquer ça. troubles mentaux, Oui. la tenue, en fait, déjà, il faut comprendre que dans une consultation de psychiatrie Oui. ou même de psychologie, on voit le malade dès son entrée dans le bureau. Ah, d'accord. Voilà. On n'a pas besoin d'être en train de toucher un malade Oui. pour pouvoir. Donc, on commence à l'apprécier sa manière de marcher, D'accord. sa tenue vestimentaire, sa mimique, etc. Tout ça, avant même qu'il ne s'asseye. La D'accord. manière même de se tenir. D'accord. Voilà. Vous consultez à quelle heure? En règle générale. Moi, je consulte de 8h à 17h. D'accord. Mais le plus souvent, j'arrête la consultation à partir de 15h. Oui, mais bon, je pense que c'est dans le timing, hein, parce que la télé d'ici commence à 18h40, donc on peut trouver un créneau pour Princesse. Bon, Je vois très bien. après. Le C'est pas rendez-vous. grave. Il n'y a pas de souci. Alors, voici la définition que donne le Larousse de la dépression. État pathologique marqué par une tristesse avec une douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Un autre site d'information dédié à la santé donne une définition beaucoup plus exhaustive. C'est une maladie qui se traduit par une grande tristesse, des pensées morbides, des sentiments de désespoir, humeur dépressive, une perte de motivation et des facultés de décision, la diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil. Voici un peu ce que j'ai pu glaner ça et là sur Internet. C'est assez complet ou pas comme définition? Ben, pour moi, déjà, je trouve que c'est assez exhaustif. Quoique, il faut savoir qu'il y a des dépressions qui sont très masquées. Vous pouvez voir quelqu'un qui a l'air vraiment totalement normal, mais qui malheureusement fait une dépression. Donc, dans cette définition, on fait ressortir véritablement les symptômes, je vais dire, saillants, mais il faut savoir qu'il y a des dépressions masquées. D'accord. Et au cours desquelles on verra un individu qui paraît normal, mais il faut que ce soit quelqu'un qui est plus ou moins habilité, qui puisse être en train de déceler, par exemple, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Est-ce que ces manifestations-là sont cumulatives? Ou alors est-ce qu'une grande tristesse, à elle seule, peut justifier ou signaler une forme de dépression? Déjà, pour parler de dépression, on dira que c'est un trouble de l'humeur. Donc, l'humeur, c'est cette disposition psychique-là que nous avons qui nous permet d'être soit content, soit triste. Donc, l'humeur, en réalité, elle est variable. Donc, on peut être content, on peut être triste. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement. Lors de la perte d'un être cher, on peut être triste. Donc, on ne dira pas que la personne fait une dépression parce qu'il est triste. Voilà. Par contre, lorsque cette tristesse-là va se prolonger dans le temps, à ce moment, on pourra être en train d'évoluer vers quelque chose de pathologique. D'accord. Donc, en résumé... Donc, il y a une notion de durée. Exactement. La D'accord. dépression, c'est une tristesse pathologique, donc une tristesse qui est anormale. D'accord. OK. Est-ce que quelqu'un qui fait référence constamment à Dieu peut être classé dans cette catégorie? Non, pas. Vous savez, il y a des pas gens, quand vous forcément. touchez un stylo, c'est Dieu. Quand il Non, respire, pas c'est forcément. Dieu. Tout est lié à Dieu. Non, mais pas forcément. D'accord. Pas forcément, parce que comme mon collègue vient de le dire, la définition que vous venez de donner, la dépression, il y a des signes dépressifs. Il y a des signes dépressifs. Et là, pour faire un diagnostic de dépression, il y a déjà un dépistage qui se fait. Le dépistage se fait à partir des différents signes. Et accompagné maintenant, associé à ce dépistage, il y a l'entretien qui est là. Est-ce que vos approches sont pareilles? Voilà, pour rester sur cette question. Quelles sont vos approches? L'approche déjà du psychologue que vous êtes, l'approche du psychothérapeute. Vous, c'est un questionnaire. Dans votre cas, enfin, en gros, comment ça se présente? Non, il faut dire qu'au niveau des psychologues, ce n'est pas seulement que le questionnaire. Nous faisons passer le questionnaire pour déjà déceler les différents signes dépressifs. Et à côté de ce questionnaire, il y a un entretien qui sera approfondi. Il y a un entretien qui sera approfondi. Parce que même au niveau des différents signes, il y a des signes spécifiques pour pouvoir parler véritablement de dépression.
il y a des signes spécifiques. On a fait cas tout à l'heure d'un changement d'humeur. On fait cas aussi d'une vigilance qui n'est vraiment pas accrue au niveau des différentes activités qu'on doit mener. Il y a des répercussions aussi dans la vie quotidienne. Et à partir de ces signes spécifiques maintenant, accompagné de l'entretien approfondi, on fait maintenant le diagnostic de tout. D'accord. Docteur Karabo, vous disiez que parfois les signes ne sont pas forcément apparents. Bien sûr. Mais comment vous arrivez, par quelle opération du Saint-Esprit, vous arrivez à déceler un cas avéré de dépression? Très bien. Donc, Et déjà, il faut qu'aussi la victime en soit consciente, c'est déjà. Exactement. Donc déjà je vais vous donner, je vais dire quelque chose que j'ai lu quelque part, qui disait que si l'esprit est plus fort que le corps, alors les maladies de l'esprit sont plus graves que les maladies du corps. Vous comprenez? Et donc, je dis souvent à mes patients que c'est la tête qui commande le corps. Et lorsque ça ne va pas bien dans la tête demande au corps de mal fonctionner. D'accord. Beaucoup de personnes ne vont même pas aller pour des symptômes, je vais dire, d'ordre psychique. Mais beaucoup de patients iront pour des symptômes d'ordre physique, voire des médecins. D'accord. Et lorsqu'ils ont la chance de tomber sur des médecins, je vais dire, avertis, ou je vais dire des médecins, parce qu'il faut savoir aussi que la psychiatrie, même auprès de certains confrères médecins, ne passe pas forcément très bien. Beaucoup de gens sont mal à l'aise vis-à-vis de la psychiatrie. Donc, ces médecins avertis-là vont diriger le malade vers un psychiatre ou un psychologue pour avoir un avis. Et à ce moment, le psychiatre, véritablement, va être en train de, comme je le disais, à partir d'un entretien, dans la consultation médicale, on fait un interrogatoire. Donc, dans une consultation médicale, quand vous allez voir le médecin, il fait un interrogatoire. Mais la consultation psychiatrique, c'est un entretien. Donc, c'est quelque chose qui met beaucoup plus de temps. Et une consultation de psychiatrie, c'est au minimum environ 45 minutes pour une consultation. Donc, on a, à partir de l'entretien, ça peut être que des symptômes physiques que la personne va être en train de nous donner. Et à partir de ces symptômes physiques-là, nous disant qu'il y a un médecin qui m'a envoyé vers vous, voilà ce que je ressens, etc. et tout. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il m'envoie vers vous. À ce moment, le psychiatre ou le psychologue va être en train d'essayer de creuser au niveau du psychisme pour essayer de retrouver l'origine de ces symptômes et essayer de voir est-ce qu'il y a un événement au niveau psychologique qui peut expliquer ou qui peut servir de point de départ de la survenue de ces symptômes physiques. D'accord. Vous dites du point de vue psychologique. Est-ce à dire que le psychologue intervient avant vous, après vous, au même moment? Vous êtes complémentaires ou finalement, quand j'ai vu un psychologue, c'est plus nécessaire d'aller voir un psychothérapeute? Pas nécessairement. En fait, le psychiatre, je vais dire que c'est un psychologue, mais qui a, j'allais dire, un peu poussé pour pouvoir être habilité aussi à faire de la prescription. D'accord. Donc, il arrive oui, mais le psychologue, il fait aussi de la prescription d'une façon ou d'une autre. Mais pas de médicaments, mais exactement, c'est ça. Et le psychiatre, il va au-delà. Donc, comme je disais, il a la possibilité, dans sa prise en charge d'un patient, de prescrire des médicaments. Il faut savoir que les médicaments ne sont pas toujours nécessaires. D'accord. Voilà. Chez le psychiatre, on ne sort pas nécessairement d'une consultation de psychiatrie avec une ordonnance médicale, des médicaments à acheter. Mais on peut justement être en train d'assurer la prise en charge avec une psychothérapie. Donc, ce sont des patients qu'on va revoir en consultation. Et à partir d'un certain nombre d'entretiens, arriver justement je vais dire, à faire la prise en charge de ces personnes-là et arriver justement à les guérir de leur dépression. Vous avez dit au moins 4 fois mes patients. Vous avez beaucoup de patients en Côte d'Ivoire? Oui. Il faut savoir que déjà, moi, personnellement, j'en ai beaucoup. D'accord. Et je disais souvent aux gens, en fait, les gens ont peur j'allais dire, du psychiatre, même du psychologue, surtout du psychiatre, parce que le psychologue, ça passe un peu mieux. Le psychiatre, il est défini comme le médecin du fou. C'est cela. Donc, les gens ont peur du psychiatre. Et ma peur personnelle, c'est de voir autant de personnes en souffrance qui, malheureusement, ne viennent pas nous consulter.
Et voilà, pour dire qu'on a beaucoup de cas. Et si je vous donne, je vais dire, des chiffres, on doit être environ un psychiatre pour, je pense, peut-être pour 1 million d'habitants ou pour environ 500 000 habitants. D'accord. On n'est pas très nombreux. D'accord. Donc, Et quelles sont les formes qui reviennent le plus souvent? Les formes de dépression? Très souvent, les dépressions que l'on rencontre, ce sont des dépressions, je vais dire, sévères. Voilà. Les dépressions pas trop sévères, souvent, n'arrivent pas à notre niveau. Et malheureusement aussi, les gens nous consultent un peu tardivement. Donc, généralement, c'est quand c'est gâté, comme on dit, que les gens ils viennent à nous. Donc, généralement, on trouve des cas sévères. Mais bon, pour assurer la population, quel que soit le cas, c'est l'une des pathologies de la psychiatrie qu'on traite assez bien. Donc, franchement, oui, on la traite assez bien. Donc, il serait conseillé que les gens viennent consulter. D'accord. Je voulais poser une question, mais vous y avez répondu, je pense, en partie. Est-ce qu'il faut assimiler la dépression à la folie? Non. Oui ou non? Deuxième question subsidiaire. Si ce n'est pas le cas, quel est le gap ou quelle est la distance entre la dépression et la folie? Voilà, en gros. Entre la dépression et la folie. Déjà, j'aimerais rebondir sur une question que vous avez eu à poser. Il faut dire que le psychologue intervient lorsque le patient est stable. Donc, ça va dépendre aussi de l'état dépressif du patient. Le patient peut être dans un état dépressif très grave et là, il a besoin d'être stabilisé par des médicaments avant, maintenant, de croiser le psychologue. Donc, lorsque le patient est stable, le psychologue maintenant intervient maintenant au niveau de sa psychothérapie. Et maintenant, pour revenir à cette question, faut dire que la dépression n'est pas égale à la folie. D'accord. La dépression n'est pas égale à la folie. Il y a des symptômes dépressifs. Comme on peut appeler, il y a la dépression simple. Peut-être là, je perds un être qui était vraiment très proche de moi. Normal que je réagisse avec des émotions. Normal que je réagisse avec des émotions. Normal que je pleure. J'ai des difficultés pour m'endormir dans les premiers jours. J'ai des difficultés pour manger parce que là, ça dépend de la relation que j'ai entretenue avec la personne. Voilà. Et la persistance de ces symptômes dans le temps, vont faire que la personne va développer une autre forme comment on appelle ça, de maladie. Une autre forme de maladie. Peut-être là, il y avait simplement des signes dépressifs. Et ces signes dépressifs vont venir s'ajouter, vont s'aggraver lorsque mon deuil ne sera pas résolu, par exemple. Et là, de deuil normal, je vais passer à un deuil pathologique. Et là, quand je passe maintenant au deuil pathologique, je peux développer d'autres symptômes d'une autre maladie et qui vont faire peut-être penser à la dépression. Or, réellement, ce n'est pas la dépression. On a les signes dépressifs, mais là, on n'a pas la dépression. D'accord. Il peut aussi avoir une dépression grave. Il peut aussi avoir une dépression grave qui va être assimilée là à une folie. Parce que, bon, nous on appelle folie, dans le langage courant, le citoyen lambda va appeler folie celui qui va se déshabiller, qui va marcher dans la rue, il va manger dans les poubelles, non, tout. Mais ce n'est pas forcément arrivé à cette étape quand on parlera de folie. D'accord, mais donc quelle est la différence entre la dépression sévère et la folie? Très bien. Déjà la folie, ce n'est pas un terme que le psychiatre va utiliser. D'accord. Ça ne fait pas partie de notre Votre lexique. Donc déjà, pour assurer la population, on ne s'occupe pas de fous. D'accord. Voilà. Par contre, il y a des personnes qui vont avoir une perte de contact avec la réalité. Donc, celui même que vous voyez dans la rue qui se balade nu, en fait, dans sa réalité, c'est normal de se balader nu. Parce que si ce n'était pas normal, soyez certain qu'il chercherait à se cacher. Donc, c'est parce qu'il y a une perte de contact avec la réalité que cette personne-là se retrouve, je vais dire, à avoir ce genre de comportement et également ce genre de raisonnement. Voilà. Par contre, la dépression, qui est une tristesse pathologique, ne va pas nécessairement aboutir à une perte de contact avec la réalité. Donc, vous n'allez pas avoir une personne qui est délirante nécessairement. Par contre, il y a des formes de dépression qui peuvent emmener à cette perte de contact avec la réalité, donc à un délire. Et à ce moment, comme je dis,
c'est tout l'intérêt de l'entretien psychologique pour retrouver, j'allais dire, les symptômes de départ, pour également apprécier l'attitude du patient. Il faut dire aussi que la dépression peut être une maladie qui évolue, je vais dire, sous une forme, je vais dire, aiguë, et qui peut être en train de guérir. Donc, et on passe à autre chose, et plus jamais la personne n'aura de problème. Mais il y a des formes de dépression qui sont, je vais dire, des maladies chroniques, avec un modèle parfois périodique. Donc, vous allez trouver une personne qui, chaque année, à une même période, va être en train de développer un certain nombre de syndromes dépressifs, donc des signes de dépression, tristesse, etc. et tout. Et donc, là, c'est une autre forme de dépression qui est une dépression, je dirais, chronique et qui a une prise en charge totalement différente de la dépression, je dirais, entre griffes simples. D'accord. Est-ce que les gens ont réellement le temps de déprimer quand ils doivent se battre au quotidien pour satisfaire leurs besoins primaires? Oui, je pense En d'autres que... termes, est-ce que ce n'est pas une affaire de riches? Exactement. Je pense que beaucoup de personnes, justement, dépriment en étant en train de chercher à assouvir ses besoins primaires. Et même au-delà, un certain nombre de conduites addictives peuvent s'expliquer justement par le fait que les gens soient déprimés. Parce que celui qui est déprimé là n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. Donc celui qui arrive à se projeter dans l'avenir peut même être en train de faire attention à lui, avoir une certaine hygiène, une certaine tenue et être, comme on dit, positif dans la tête. Celui qui ne se projette plus dans l'avenir, il commence à avoir, j'allais dire, des comportements suicidaires. Et un certain nombre de conduites addictives peuvent être assimilées à des équivalents suicidaires. Je prends la voiture, je roule à 200 à l'heure sur la route, je vais mourir, mais si je meurs, c'est fini. Et puis on passe à autre chose, je ne serai plus là. Mais je n'ai pas eu le courage de me jeter devant une voiture. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut être en train de prendre en compte je vais dire, lorsqu'on mène l'entretien pour essayer véritablement de déceler le problème. Et c'est pour cela aussi que j'ai parlé de dépression masquée, parce qu'on voit beaucoup de personnes vraiment qui ont la banane et tout, mais qui derrière, pour ceux qui dorment avec eux, savent que ce sont des gens extrêmement tristes. L'être humain a cette capacité-là à vraiment à construire une carapace, et certains même, c'est même plus une carapace, ils ont carrément une forteresse autour d'eux. Et vous ne pouvez jamais, je vais dire même, briser une once de fragilité en eux. Exactement. Et mais là aussi, il faut dire que ça dépend. La personnalité de l'individu aussi joue beaucoup. La personnalité de l'individu. Les pensées, vous savez que tout ce que nous avons rencontré au niveau de l'enfance, notre relation, les différentes relations vécues avec le père et la mère, nous ont forgé. Et là, ça intervient au niveau maintenant de l'adulte. Si nous n'avons pas appris pendant l'enfance à faire face à une situation, au niveau de l'adulte, face à une difficulté financière, on aura tendance à déprimer parce qu'on se dira qu'on ne peut pas faire face à cela. On aura des mots méchants à notre endroit. Un mot méchant à notre endroit, par exemple, on pourra se dire non, là, je ne peux pas, je ne me sens pas capable vraiment d'aller de l'avant. Je ne me sens pas capable de pouvoir réaliser ça. Et à partir du moment que je me mets dans le volet de la victime, j'aurai plus tendance à déprimer. Aussi, il y a la culpabilité. Si je me culpabilise beaucoup, j'aurai tendance aussi à déprimer. Donc, la relation que nous avons vécue durant l'enfance et qui a forgé notre personnalité sera un déclic vraiment un déclic important face à une situation déprimante. Ok, donc en Occident, nous sommes admirés justement pour notre capacité de faire face et à surmonter les difficultés. Est-ce que naturellement, on n'a pas déjà un remède? Parce que justement, ça revient à votre question, enfin à votre réponse, où vous dites que notre passé affecte qui nous sommes. Mais par exemple, moi, mes parents ils disaient toujours, toi là, vraiment, tu es nul. Mais c'est pas pour autant que je suis déprimée aujourd'hui. Oui, mais là... C'est tough love, comme on dit un petit peu. Oui, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je prends la culture africaine.
La culture africaine, c'est une culture, tout est basé sur la famille, le regroupement familial. Le regroupement familial, on ne fait que suivre ce que disent nos parents. Ouais. Ce que papa dit est la parole d'évangile, ce que maman dit est la parole d'évangile. Et là, ça fait qu'une fois que nous coûtons rapidement même, par exemple, si nous coûtons rapidement le milieu familial, tu verras qu'on aura un problème à se projeter dans l'avenir. Les cultures ne sont pas les mêmes. Les cultures ne sont pas les mêmes. Et là, les cultures jouent beaucoup. On parlera de représentation. Et comment l'Occident juge la société? Comment l'Occident juge la personne qui sort aller chercher pour aller se chercher? Ouais. En Côte d'Ivoire, ici, par exemple, avec nos cultures, tu vas à l'école, tu as ton bac, tu vas à l'université. Après l'université, là, tu dois aller chercher maintenant toi-même, comme on appelle ça, du boulot. D'accord. On va revenir tout à l'heure, évidemment, sur cet échange assez intéressant. À Pierre, à Princesse, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques petites secondes seulement. N'oubliez pas, à retrouver dans la télé d'ici ce soir, Madame Tongpi et compagnie, et aussi le live de Lavry en fin d'émission. On ne dira pas de téléviver la dépression, mais en tout cas de téléviver tous les codes qui vous permettent donc de déceler ce que c'est que la dépression, de faire le distinguo entre la dépression et la folie en définitive, mais surtout de prévenir la dépression. On va en parler dans quelques instants. Juste le temps de marquer une courte pause et parler de ce qui constitue l'actu majeur ici. C'est évidemment donc cette déclaration du porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu, qui a lancé le 31 mai dernier un appel à la collaboration des populations pour dénoncer sans délai les violations des mesures sanitaires et sécuritaires prises pour contenir la propagation de la Covid-19. L'appel à la collaboration des populations fait suite à la remontée d'informations récurrentes sur les violations des mesures édictées. Le porte-parole de la police nationale a souligné que le temps de la sensibilisation est échu et que les populations doivent dénoncer tout cas de violation. Les forces de défense et de sécurité, à travers les numéros verts communiqués, sont disponibles. Il s'agit donc du 119, du 101, du 143 et du 125. Il faut passer à la vitesse supérieure de la répression, a martelé le commissaire principal Bleu Charlemagne. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici, Pierre. Alors, on disait tout à l'heure que la culture avait un impact sur la dépression. Est-ce que ça peut aussi impacter la façon de la traiter? Est-ce que votre angle de traitement est différent avec une personne, une culture africaine ou occidentale? Très bien. Ben, tout à fait, c'est excellent. Et d'ailleurs, je reviens rapidement sur la personnalité d'un individu. La personnalité d'un individu, normalement, ça se met en place entre l'âge de 0 et 6 ans environ. Ensuite, il y a une phase, je vais dire, de latence entre 6 et 7 ans. Et après, on reprend avec le développement de toute la partie sexuelle à partir de la puberté et tout ça. Et dans cette mise en place de la personnalité complexe, on a d'abord déjà des facteurs génétiques. Donc c'est pour cela que parfois on dit il se comporte comme son père, il se comporte comme sa mère. Et parfois même comme le grand-père. Parce qu'il y a déjà des facteurs génétiques. Et ensuite, il y a tous les acquis de l'enfant. Parfois, Princesse parlait de ses parents qui lui disent tu es bête, tu es bête, tu es bête. Tu peux dire tu es bête à un enfant, ce n'est pas nécessairement que lui va se sentir beaucoup plus bête. Exact. Donc, il a sa manière de concevoir la notion d'être bête ou pas. Et c'est justement ce qui explique que lorsqu'on donne une certaine éducation aux enfants, cela ne garantit pas nécessairement le produit fini. Parce que l'enfant va être en train de faire ses acquisitions à sa manière, malheureusement. Et il ne va pas forcément l'exprimer à ce moment. Je dis souvent, j'aime bien les enfants turbulents, parce que lorsqu'ils sont calmes, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Mais lorsque vous voyez un enfant qui est calme, par exemple, tout le temps, et quand il est malade, quand il n'est pas malade, vous n'arrivez pas à faire la différence. Voilà. Donc, pour rebondir justement sur cette personnalité-là, donc le contexte culturel, que l'on soit européen, etc., et tout,
Lorsqu'on fait une consultation de psychiatrie, on a, j'allais dire, une première partie qui concerne tous les événements qui emmènent le patient chez nous. Et il y a une partie qui concerne, je vais dire, la biographie de la personne. Quand il est né, est-ce que c'était une grossesse désirée? Est-ce que ce n'était pas une grossesse désirée? On pose la question. Il peut savoir, il peut ne pas savoir. La petite enfance, comment elle s'est déroulée, etc., etc. Les souvenirs qui reviennent. Je vais dire, les résultats scolaires, est-ce qu'il était bon, est-ce qu'il était moyen, etc., etc., etc. Parce que, justement, le traitement psychiatrique se fait sur un individu donné. Et c'est pour cela que, je vais dire, je suis particulièrement peut-être passionné par cela, parce que 10 personnes peuvent avoir la dépression. Vous avez 10 traitements différents. Vous prenez 10 patients qui ont une appendicite, l'intervention chirurgicale reste la même. On va ouvrir, on va enlever l'appendice, on va refermer, et puis merci monsieur, vous êtes guéri. Et c'est ce qui fait justement la particularité des traitements, je vais dire, au niveau de la psychiatrie et je vais dire aussi de la psychologie en même temps. Aussi, pour revenir sur votre question, il faut que la culture joue un rôle aussi dans la prise en charge. La culture joue un rôle dans la prise en charge. Parce que nous avons plusieurs ethnies au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a donné tout à l'heure l'exemple d'un décès. Il y a des ethnies où, face à un décès du mari, la femme doit se rendre au village pour faire son veuvage. Et il y a une manière de faire le veuvage. Obligatoirement, cette femme doit se rendre au village pour suivre la manière de faire le veuvage. Et là, la psychologie, nous, on ne condamne pas. On ne demande pas à la dame de ne pas passer par cette étape. Parce qu'en dessous de cela, il y a une croyance. Il y a une croyance chez cette dame-là. Il y a une croyance. Donc, notre thérapie va venir s'associer ici à la croyance de cette dame. Et on va aussi utiliser cette croyance pour entamer une thérapie avec la patiente. Donc, il faut dire que la culture joue aussi un rôle important. Ce n'est pas comme nous dissocions, non. Comme il a dit, il y a l'anamnèse qui s'est fait, il y a la bibliographie qui s'est fait. Donc, nous avons des éléments dans le débat. Et ces éléments, nous nous basons sur ces éléments pour entreprendre tout ce qui est psychothérapie. Ouais. Alors, dépression, déjà, c'est très mal associé avec le fait d'être noir. Et quand on est un homme noir, est-ce que c'est un facteur aggravant, je veux dire, dans la prise en charge? Parce que l'homme se doit d'être fort, responsable du foyer. Un garçon, ça pleure pas. Est-ce que les hommes sont plus sévèrement atteints parce qu'ils n'arrivent peut-être pas à exprimer certaines choses en société? Non, juste que je le disais tout à l'heure, nous, on appelle ça les représentations. C'est tout ce qui est préjugé, tout ce qui est information, tout ce qui est culturel, tout ce qui est racontable, comme on le dit. Voici comment la société conçoit l'homme noir. Et l'individu va se baser sur ça pour ne pas consulter le psychologue. L'individu va se baser sur ça pour rester à la maison et entreprendre un traitement. Une forme d'automédication. Voilà, une forme d'automédication. Voilà. Ce sont des préjugés, ce sont des représentations. Et là, nous, au niveau de la psychologie, il faut déjà enlever ces préjugés-là de la tête de l'individu. Enlever ces préjugés de la tête de l'individu, avoir un entretien avec cet individu, voilà. Revenir sur son enfance, revenir sur la bonne information qui concerne la maladie. Parce que la première étape, c'est de prendre conscience que nous sommes malades. La première étape, c'est ça, prendre conscience que nous sommes malades, quitter dans le déni. Il faut qu'on sache que nous sommes malades. Il faut qu'on sache qu'on ne va pas bien. Et on a cette volonté-là d'entreprendre une psychothérapie pour se soigner, pour améliorer l'état de santé. Alors justement, vous dites qu'il faut savoir qu'on est malade. Ça peut ne pas venir de la personne même, mais aussi de l'entourage, donc qui apprend à distinguer ces signes cliniques. Comment aujourd'hui on vit avec quelqu'un qui souffre de dépression? Bon, déjà, bon, je reviens rapidement sur la question précédente. Justement, cette représentation dont il parlait là constitue une part de notre personnalité. Voilà. Après,
de plus en plus, les choses ont évolué aujourd'hui, on va dire, avec les nouvelles générations. C'était un peu plus valable pour nos parents peut-être, mais c'est vraiment totalement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui ont une peau noire, mais qui sont très blancs à l'intérieur. Donc, voilà, du fait d'Internet et tout ça. Donc, il faut savoir que ce qui était peut-être valable pour nos parents ne l'est plus nécessairement pour nous. Et ces représentations-là, j'allais dire, caractérisent un peu peut-être la résilience de nos parents. La résilience, c'est la capacité, je vais dire, d'un individu ou même d'un corps et tout, à retrouver son état initial après un événement caractérisé de majeur. Donc, on a de moins en moins cette résilience-là. Et malheureusement, justement, on a aujourd'hui, je dirais même peut-être une fausse appréciation de ces représentations. Parce que ce n'est pas du vécu que l'on a, mais ce sont juste des paroles qu'on a captées, mais qui n'ont pas forcément, je vais dire, un ancrage vécu. Donc, ce qui rend même, je vais dire, la situation complexe, parce que, justement, les hommes penseront être capables de faire face. Malheureusement, la situation va être en train de s'aggraver petit à petit. Et c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de nos dépressions vont être moins présentées sous la forme psychologique, mais plus sous une forme physique. Voilà, donc on a une sorte, ce sera un peu détourné et tout, parce que le psychisme, on ne doit pas trop le montrer. On ne doit pas montrer nos émotions, etc. et tout. Par contre, ça s'entend, j'ai mal au ventre, j'ai mal ici, j'ai mal à la tête, etc. Je ne peux pas bosser, je n'ai pas de force, etc. Et tout. Donc, l'entourage, qu'est-ce qu'il doit être en train de faire? Lorsque, justement, d'ailleurs, je vous remercie pour l'émission, lorsque, justement, on se rend compte qu'il y a un changement de comportement, parce que c'est cela, c'est-à-dire que l'individu qui avait un comportement donné, à un moment donné de sa vie, on se rend compte que les choses commencent à changer. Et quelqu'un qui avait vraiment plaisir à un certain nombre d'activités a perdu totalement le goût de ses activités, etc., etc. Donc la première des choses, comme disait Koulibaly, c'est justement d'aller vers cette personne, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. Et lorsque ça perdure, de lui dire, est-ce que tu ne penses pas que tu devrais rencontrer quelqu'un pour pouvoir parler et comprendre ce qui ne va pas. D'accord, on a parlé de tout, on n'a pas parlé des causes. Qu'est-ce qui pourrait constituer les causes d'une dépression, rapidement? Les causes? Oui. Il y a les causes psychologiques, oui. Comme j'ai fait cas tout à l'heure, la personnalité. Les personnes qui auront tendance à se culpabiliser, les personnes qui auront une faible estime de soi, les personnes qui ont tendance à chaque fois à se faire passer pour la victime. Ouais. Il y a les personnes aussi narcissiques. Là, et le plus souvent, on l'oublie, mais les personnes qui ramènent tout à leur propre personne. Et lorsque cette personnalité-là prend un coup, lorsque cette personne se trouve face à une personne plus rigide, plus forte, ça a tendance à fouetter son orgueil et ça peut passer par la dépression. D'accord. Une autre question qui a trait à la question qu'avait posée Pierre, est-ce qu'il y a des personnes qui naturellement sont plus enclines à la dépression que d'autres? Tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce que comme il le disait, il y a des personnes qui sont émotionnellement, je vais dire, fragiles. Ils ont une plus grande sensibilité. Donc tout ce qui est émotionnel les touche particulièrement. D'accord. Donc, donc on a ces causes-là. On peut avoir justement des causes même qui ne sont pas nécessairement directement liées à quelque chose de psychologique ou à la personne. Vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui se retrouve avec un problème de santé qui va être en train justement de déprimer parce que justement il a perdu cette vitalité qu'il avait. Ou il se retrouve condamné parce que demain il a un cancer, etc. et tout. Vous pouvez avoir aussi des gens qui vont être en train de déprimer par consommation de substances psychoactives. Donc, je veux parler des drogues. Parce que ça aussi, les gens ne le savent pas, mais consommer des drogues peut emmener à déprimer. D'accord. Voilà, parce que la drogue, c'est une substance qui va modifier tout ou partie de notre fonctionnement psychique.
Et en modifiant le fonctionnement psychique, ben, autant certaines personnes pensent qu'ils vont être en train de s'évader, ceci, cela, et avoir peut-être la bonne humeur, mais dès que l'effet décline, c'est l'effet contraire qu'ils vont être en train de ressentir. Est-ce qu'il y a des peuples qui sont plus enclins à la dépression que d'autres? Ou devrais-je dire race, pour un peu rejoindre encore une fois ce que disait Pierre? Est-ce que c'est vrai de penser que les Occidentaux, les Caucasiens de façon générale, sont plus exposés à la dépression que les Africains, les Latino-Américains, qui sont, eux, très attachés à la famille? Je dirais... Ok, merci. hein. Ici, ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a des peuples qui croient facilement aux préjugés. Je vais prendre la race noire, le peuple africain. Nous croyons facilement aux préjugés. Nous croyons facilement aux histoires racontées sans véritablement rechercher la source de l'information, mais sans véritablement rechercher si cette information est vérifiée ou pas. D'accord. Ouais. Ça peut être une cause parce que là, face à un problème, je serais amené à réagir autrement. Je serais amené soit à avoir un repli sur moi parce que je me dirais qu'il n'aura pas de solution. Et ça fausse, Voilà. ça fausse les statistiques, les chiffres. Et puis en quand fait. on regarde la pression familiale, la perte d'un proche, il y a tellement de situations qui nous emmènent justement à être dépressifs. Est-ce qu'on n'est pas des dépressifs qui s'ignorent. Ouais, voilà. Est-ce qu'on n'est pas des dépressifs qui s'ignorent, en fait? Parce que quand on regarde les violences conjugales... Pas nécessairement, justement, parce que c'est vrai que je fais la promotion de la psychiatrie, mais en même temps, je n'ai pas envie de psychiatriser l'affaire. Voilà. Et je pense que dans certains pays, aux États-Unis, ils sont tombés justement un peu dans une sorte de psychiatrisation de la vie. Et on a toujours tendance, l'enfant à l'école primaire, 2-3 anomalies, il faut l'envoyer voir le psychologue, etc. Et tout. Est-ce que c'est une affaire de blanc? Est-ce que c'est une affaire de noir? Je dirais là encore que les choses ont beaucoup évolué. Parce que en termes même de mentalité aujourd'hui, donc de fonctionnement de notre psychisme, on est en train d'arriver à une sorte d'équilibre planétaire. J'affine ma question. Est-ce que le fait qu'on soit très porté sur la famille et qu'on soit dans des familles nombreuses, en Afrique généralement, comparé aux sociétés occidentales où l'individualisme est en train de prendre le dessus, est-ce que ce ne sont pas là des facteurs déterminants dans l'analyse? En fait, lorsqu'on est entouré, on va dire, on a tendance à être en train de partager notre souffrance et ça nous permet, on va dire, de faire un peu face par rapport à un environnement où la personne se retrouvera toute seule. Vous prenez simplement en Europe, en hiver, la personne sort... Le blues de l'hiver notamment. Exactement. Ouais. Il rentre, il fait nuit, il sort, il fait nuit et voilà, il est tout seul, enfermé, il fait froid. D'accord, c'était un peu cela ma pensée. Alors, je vous montre, c'est un petit exercice, hein. C'est un quiz. Je vais vous montrer 3 petites vidéos. Vous me direz si c'est de la dépression, si c'est de la folie, si c'est... je ne sais pas. Enfin, on regarde déjà cette première image. Qu'est-ce que c'est? Là, on ne peut pas poser de diagnostic, mais je dirais que c'est quelqu'un qui en veut fortement à son fauteuil. Voilà. Et donc, on ne pourra pas poser de diagnostic là-dessus. Ouais. Mais c'est quelqu'un, on va dire, voilà, qui a, comme on dit souvent, qui a pété un câble et qui est en train de détruire tout ce qu'il a autour de lui. Voilà. Oui, mais ça, c'est ce que nous, on constate en tant que profane. Mais là, on voit une colère. On voit une colère, on ne peut pas poser des diagnostics. On voit une colère et cette colère se manifeste par des cassures, tout, voilà. D'accord. Il y a des niveaux de colère, on est d'accord? Exactement. Bon, très bien. On va regarder cet autre élément. C'est une compile de 2 vidéos qui s'inscrivent aussi dans le même registre. Vous me direz si on peut poser un diagnostic ou pas. Si oui, c'est quoi le verdict du diagnostic?
Diagnostic? Non. On ne peut pas poser de diagnostic? Moi, je l'ai dit encore, on ne peut pas poser des diagnostics. Seulement quand on voit des comportements qui interpellent. Voilà. Qui interpellent, oui, des comportements qui interpellent et que l'entourage doit... Une chose est certaine, Oui. une chose est certaine, on ne peut pas parler de dépression là-dessus. Ah bon? Non, on ne peut pas parler de dépression là-dessus. Oui. Voilà, donc on voit plutôt, comme je dis, la personne dépressive, c'est une personne qui a tendance à être en train de se refermer. Et j'allais dire la manifestation, j'allais dire de la colère, c'est plutôt une personne qui est en train d'extérioriser un sentiment, une émotion. D'accord. Voilà. Il y a un nom pour ça ou pas? Ça s'appelle colère, tout simplement. Moi, je vais appeler... On appelle ça la colère. Oui, mais vous avez un collègue qui a ce type de colère tous les jours, il y a un problème quand même. En fait, parler de diagnostic, Oui. c'est prendre un certain nombre d'éléments, comme je l'expliquais, Oui. pour arriver à un diagnostic. Et tout, comme je dis, n'importe qui peut prendre la tasse qui est devant moi et la jeter et tout. Ben, on dira juste que j'ai eu un comportement, je vais dire, anormal, mais à ce moment précis. Ouais, bon, Voilà. on risque de ne pas s'en sortir. Et comme on sait que chacun de nous a peut-être une certaine limite, et lorsqu'on franchit la limite, on peut être... C'est interpelle, voilà. Ok, écoutez, nous, on est interpellés par la pub. On va marquer une pause, on revient dans quelques instants. Ok. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel. Ce soir, on parle dépression dans la télé d'ici. Rassurez-vous, nous ne sommes aucunement déprimés. Bien au contraire, on vous donne les codes nécessaires, utiles, les référents nécessaires pour décoder des cas de dépression ou tout simplement les prévenir. On va marquer une pause. Hein. Je pense qu'on a quand même été un peu trop coléreux sur la première partie. Princesse, peut-être un kiff du web pour nous calmer un peu nos ardeurs? Oui, donc on parle de dépression. Je disais, mes parents disaient t'es nul, mais ils envoient aussi d'autres. Ils m'ont envoyé une très belle vidéo hier que je vais partager avec vous. Et c'est justement un mot d'encouragement pour nous, je vais dire les Noirs, les Africains et les Noirs. Ce petit mot positif qu'on va voir en image. La vérité qui les dérange est que nous sommes des femmes et des hommes intelligents, puissants, riches, novateurs, créatifs, combatifs. Nous sommes des gagnants. Nous devons nous résumer à une seule chose, la réussite. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Wole Soyinka, prix Nobel de littérature. Wangari Maathai, prix Nobel de la paix. Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Nelson Mandela, Kofi Annan, Barack Obama, prix Nobel de la paix. Il est temps pour nous de nous inspirer de nous-mêmes. Tu veux devenir un homme d'affaires? Ne pense pas à Bernard Arnault. Pense à John H. Johnson. Tu veux devenir une femme d'affaires? Pense à Ursula Burns. Tu veux devenir une grande scientifique? Pense à Patricia Bass. Un grand inventeur? Pense à Lonnie Johnson. Un philosophe? Pense à Cornel West. Écrivain? Pense à Aimé Césaire. Écrivaine? Pense à Maya Angelou. Pianiste? Pense à Ray Charles. Guitariste? Jimi Hendrix. Violoncelliste? Sheku Kane Mason. Chanteuse d'opéra? Jessie Norman. Gymnaste? Simone Biles. Danseuse classique, Misty Copeland. Basket, Michael Jordan. Plus grand. Pour ceux qui pourraient donc amener à déprimer face à la récente actualité aux États-Unis, voilà de quoi donc vous revivifier en quelque sorte. Hein, Exact. et vous redonner donc le moral. Merci Princesse pour ce kiff du web. Messieurs,
Un dernier tour de table, 2 questions. Voilà pour vous et j'espère qu'on pourra contenir tout ceci en 2 minutes, à raison d'1 minute chacun. Première des choses, la prise en charge. Est-ce que c'est accessible à tout le monde finalement? Donc consulter un psychiatre, consulter un psychologue. Et la deuxième question qui me tenait à cœur, je l'avais notée là quelque part. Oui, comment prévenir la dépression? OK. 1 minute chacun. La prise en charge est accessible à tous. Oui. Nous avons assez de cabinets privés pour la prise en charge. Et là, nous avons décidé maintenant de plus porter sur la sensibilisation, plus porter sur l'information concernant la prise en charge, concernant le métier des psychologues. Et à côté de ça aussi, par rapport à l'état dépressif, il faut dire que la personne doit développer un esprit positif, un esprit de gagnant, comme on vient de voir avec la publicité qui vient de parler tout à l'heure, un esprit positif, un esprit de gagnant, et aussi interpeller l'entourage. L'entourage lorsqu'il y a changement de comportement. Très bien. Ne pas hésiter de faire appel à un spécialiste. D'accord. Docteur Karaboui? Donc déjà, pour parler de prise en charge, c'est accessible. Il y a des psychiatres qui sont aussi bien dans le public que dans le privé. Donc les médicaments sont à des coûts qui sont aussi, je vais dire, accessibles. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent consulter. Pour parler de prévention, déjà, pour prévenir, je vais dire, la dépression, il faut déjà préserver notre état psychique. Pour préserver notre état psychique, on a un certain nombre de choses à faire. Avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, faire du sport. Avec l'histoire de Covid, on avait commencé à parler de distanciation sociale. Et après, les gens se sont repris pour dire distanciation physique. C'est cela. Parce que justement, il faut pouvoir avoir des contacts sociaux. C'est très bien pour pouvoir être en train de faire face. Il faut pouvoir avoir des gens avec qui parler. Tous les cas de dépression ne viendront pas nécessairement me voir. Ils peuvent vous voir, ils peuvent parler avec Princesse et tout. D'accord. Et pour pouvoir arriver. Voilà. Faire du sport aussi, c'est très bien pour prévenir la dépression. Très bien. Est-ce qu'on forme des psychiatres et des psychologues en Côte d'Ivoire? Oui. Oui. D'accord. C'est combien d'années d'études pour être un psychiatre? Psychiatre, disons 8 années pour faire médecine générale, 4 années pour faire la spécialisation. D'accord. 12 ans. Donc celui qui rentre au CP1, quand il a le bac, je finis en même temps que lui. Oui, d'accord. La psychologie, ça c'est 5 ans. 5 ans. Voilà, après le master. D'accord. Formé en Côte d'Ivoire. Très bien, d'accord, parfait. On va voir une famille, je ne sais pas si on peut parler de famille dépressive. C'est pas très loin. Bon. Dysfunctional. Dysfunctional, enfin voilà. C'est la famille Tompli. On va regarder. Ben, ce soir, ça parle de délivrance. Tiens, je ne sais pas s'il y a un lien avec la dépression. On va voir. Ouais, pasteur. Aujourd'hui, mon mari a décidé d'abandonner sa vie de débauche. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que je t'ai dit de venir. Tu vas faire sa délivrance même à la maison. Vous savez, mes enfants, Dieu a dit, sous l'arbre où se trouvent ses enfants, il faut que son autorité soit assise. Amen. Et je suis là pour asseoir cette autorité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Papa, tellement mieux j'étais pressé, je t'ai même pas demandé si tu veux boire de l'eau. Ah oui, je vais boire un peu d'eau quand même. Maman, faut pas oublier, pour la voisine là, son esprit de chien, faut dire au passage, il va la délivrer. Il y a quelqu'un qui a un esprit de chien ici. Ça doit être un esprit coriace. Je vais m'en occuper, Merci, ma fille. Prions. Ah, mon Père. Cette eau que je vais boire est ton eau. Elle est sortie de ton puissant sang. Et aujourd'hui, j'invoque ton nom pour le sanctifier, pour sanctifier cette eau. Amen. Amen. Donc pour boire l'on prie. Et on prie sur tout, hein. Actuellement, le diable est pas... Il y a le mauvais œil, mon fils. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la prière. Tu as bien fait de me faire venir parce que je suis là pour que tous les enfants du Seigneur soient unis. Et le couple Tompli est un couple exemplaire. Amen. Nous allons commencer la prière. Oh Père, touchez-vous. Soyez corps à corps. Rip! Oh Père, ton fils, notre fils, Tompli, que voici, me fait venir pour que, au nom de ton puissant nom, ce couple soit délivré. Oui, que ton fils, oui, ici présent, Tompli, monsieur Tompli, soit celui-là chez qui à jamais
l'esprit de divertissement, l'esprit de promenade nocturne. Oh Seigneur, oh. L'esprit de ballon de football, de regarder ballon, le quitte à jamais. Amen. Oui, que l'esprit des missions improvisées, oui, Père. Amen. Il y a quoi? Enlevez des mots là, tu vas me tuer. Oh, si depuis il te tape là, faut te coucher, il va te tuer. Père, ce n'est que la première partie, la seconde partie, c'est celle. Mon mari a décidé de mettre fin à sa vie de débauche. Bon, ça veut dire qu'il a assumé qu'il est dans la débauche. OK, très bien. Marquons une pause. Juste derrière, ce sera le dernier virage de la télé d'ici. On sera rejoint par Moïse Lavry pour un freestyle à la batterie sur la scène de la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage. Merci à Dr Abouakar Alexandre Karabouy d'être passé par la télé d'ici nous parler de dépression. Est-ce que la musique, c'est bien ou pas pour prévenir la dépression? Excellent antidépresseur. Ah, super, d'accord, c'est très bien. Ahmed Koulibaly, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Pierre, merci à Princesse. On vous laisse en compagnie d'un jeune musicien. C'est un batteur. Il est âgé de seulement 29 ans. Il a pris langue avec cet instrument à l'âge de 8 ans. Il est notamment titulaire d'un diplôme en gestion maritime. Alors, évidemment, question légitime, qu'est-ce qu'il vient faire à la musique? Disons que la musique est quelque chose d'indécrottable avec lui. Il n'est pas parvenu à s'en défaire, bien au contraire. Il est parvenu à réaliser l'un de ses projets majeurs. C'est un festival de batterie intitulé ou appelé Ivory Drumming. Ce soir, il nous offre un freestyle accompagné de 5 musiciens. À la basse, Romy, à la guitare, Jean-Marc, au piano, Élisée et à la percu, Adam. Je vous prie d'accueillir maintenant sur la scène de la télé d'ici, right now, Moïse Lavry. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Les guitaristes de charme, Romy et Jean-Marc, et l'excellent pianiste Élisée et Adam à la percu pour accompagner le virevoltant Moïse Lavry. Merci de l'applaudir encore une fois. Good job. Very good job.